Dans cette nouvelle série de vidéos, je présente une analyse qualitative des nouvelles en provenance de la Chine continentale et comment elles ont moulé la dynamique du conflit sur le projet de loi d'extradition à Hong Kong. La raison étant que j'ai l'impression que les Canadiens ainsi que le reste du monde libre n'ont pas une compréhension suffisante de la portée et du côté néfaste de la machine de propagande communiste chinoise. Je crois que c'est parce que les Canadiens prennent pour acquis leurs institutions démocratiques, telles que la presse libre, au point où nous en sommes cyniques. Je voudrais que les Canadiens réalisent que si vous croyez que les médias occidentaux établis sont biaisés, contrôlés ou injustes, vous devriez observer ce qui se passe dans les dictatures telles que la Chine pour comprendre ce qui est un véritable contrôle des médias versus un partage d'informations qui peut ne pas vous faire plaisir. La propagande de l'État chinois est si évidente et pourtant si étrange à nos sens que plusieurs ignorent qu'elle existe en la targuant de fausseté provenant du monde occidental. Avec preuve à l'appui, j'essaierai d'atteindre des objectifs suivants. Reconnaître le statut essentiel de la liberté de presse, son rôle n'étant pas de vous réconforter dans vos croyances ou de supporter le gouvernement aveuglément, mais plutôt de narrer les événements et de les présenter dans leur contexte. Montrer comment fonctionne la propagande du Parti communiste chinois. Puisque la Chine exporte son modèle et ses outils de propagande et puisque sa population est un sixième de celle de la planète, la propagande du Parti communiste chinois est un problème mondial. Comment les médias étatiques chinois influencent la perception de ce qui se produit à Hong Kong. Finalement, je postule que la machine de propagande de Pékin est tellement efficace que même les dirigeants du Parti communiste en sont victimes et ainsi n'ont pas l'information nécessaire pour prendre de bonnes décisions. Le début du SRAS date de novembre 2002. Le patient zéro était un fermier qui fut traité à un hôpital à Foshan et mourut peu après. Les autorités chinoises n'ont accepté de déclarer l'épidémie que 6 semaines plus tard, alors que le virus s'était déjà répandu partout dans le monde. Pire, l'épidémie n'a pas été rendue publique avant le 11 février, sous la pression de l'OMS, qui elle-même avait reçu une notification du risque par le Réseau canadien d'intelligence de santé. La couverture médiatique internationale du SRAS depuis la Chine par CNN et BBC, entre autres, furent censurées et, en avril, les épidémiologistes chinois insistaient que l'épidémie était sous contrôle. Finalement, en mai 2003, le gouvernement chinois a admis qu'ils avaient sous-rapporté le nombre de cas. Le maire de Pékin et le ministre chinois de la Santé furent saqués. Le directeur du Centre chinois de prévention des maladies s'est excusé publiquement, ce qui était très inhabituel. Une fois le virus complètement contrôlé, en juillet 2003, plus de 8000 cas avaient été rapportés et 775 mortalités. Si, en 2003, la Chine n'avait pas les moyens techniques pour prévenir la pandémie, la presse, elle, ne put jouer son rôle d'informateur puisque les autorités médicales étaient muselées, ce qui résulta en des délais de coordination des efforts de contrôle du SRAS et des mortalités évitables. Mais, peut-être pire, c'est que le Parti communiste chinois a perdu la face quand le Dr Xian Yangyong, chirurgien à la retraite de l'hôpital militaire de Pékin, a sonné l'alarme à propos des chiffres de mortalité 5 fois sous-rapportés. Il fut, ainsi que plusieurs reporters, la cible du Parti communiste. Dr Yangyong sera éventuellement emprisonné pour avoir remis en question les actions du Parti communiste chinois à Tiananmen en 1989. En 2019, le problème est inverse. Alors que Pékin partage l'information avec l'OMS, la presse est si docile et apeurée qu'elle hésite à partager quelque information que ce soit n'ayant pas l'approbation de Xi Jinping. L'effet net, comme je le démontrerai, est la répétition du même pattern de déni et de contrôle des nouvelles alors que les autorités politiques, la police et les médias étatiques craignent la réaction du gouvernement central chinois. Le début du nouveau virus date au 8 décembre 2019. Alors que la maladie se répand, les autorités de la ville de Wuhan insistent que le virus est contrôlable et contrôlé. Le 4 janvier 2020, la police de Wuhan questionne et punit 8 personnes pour avoir publié sur Internet de supposées fausses informations sur la pandémie qui se sont avérées vraies.
Parmi ceux-ci, l'ophtalmologiste Len Weiliang de l'hôpital central de Wuhan qui lancera l'alerte au sujet de COVID-19 dès le 30 décembre 2019. Le docteur décédera éventuellement de l'infection le 7 février. Un groupe de journalistes de Hong Kong, incluant ceux de la station TVB, iront à l'hôpital de Wuhan traitant la majorité des cas. La police les mettra sous arrêt, leur ordonnera d'effacer les séquences vidéo prises et confisqueront leurs téléphones et caméras. Les autorités envoient un signal, qui est que seules les agences gouvernementales peuvent parler de l'épidémie. Toutes les autres personnes devraient simplement se taire. Ce n'est pas une divulgation publique, c'est un monopole de l'information. C'était un problème d'inaction. Il n'y a eu aucune action à Wuhan du service de santé local pour alerter les gens à la menace. Nous pouvons également voir les preuves du malaise des autorités médicales et des médias d'État à présenter un prognostic désastreux, mais réaliste, dès la notification des cas. Hong Kong, quant à lui, a été beaucoup plus direct et rapide, car la presse et la communauté médicale n'ont pas à se plier à une pression du gouvernement pour contenir l'information. Le 9 janvier, le South China Morning Post a signalé que 48 patients revenant de Wuhan étaient sous observation, 25 avaient été déchargés. À cette époque, les informations provenant du continent ne sortaient qu'à compte-gouttes, alors que seulement 59 cas avaient été signalés. Il a également été largement rapporté dans les médias de Hong Kong que les hôpitaux ont augmenté leur niveau d'alerte et renforcé les mesures de détection. Leurs homologues du continent, d'autre part, se sont retrouvés pris avec de vagues nouvelles. Wang Guangfa, qui dirigeait le département de médecine pulmonaire du premier hôpital de l'Université de Pékin et a combattu le SRAS en première ligne en 2003, a été interviewé le 10 janvier sur les médias d'État chinois et a déclaré que la maladie était contrôlable et sous contrôle. Il était membre d'une équipe d'experts de la Commission nationale de santé du continent qui s'est rendue à Wuhan le mois précédent pour enquêter sur l'épidémie. L'ironie lui ferait admettre quelques jours plus tard qu'il avait lui-même contracté la maladie. Ce n'est que lorsque Xi Jinping lui-même a ordonné que les informations puissent et doivent circuler librement sur le nouveau coronavirus que le système s'est ouvert et que la presse a commencé à fonctionner plus ou moins comme cela aurait été le cas dès le premier jour dans une démocratie libérale. Et même alors, dans les médias d'État, l'accent restait sur le sort de Xi alors qu'une crise sanitaire nationale se déroulait. Lorsque tout le reste échoue, la tête de la dictature revient aux méthodes éprouvées, poussant la grande fable nationaliste d'un peuple réuni contre toute attente, vainquant l'ennemi pour la stabilité et la gloire de la patrie. Et les médias d'État sont heureux de s'aligner sur cette distorsion de la réalité. Non pas qu'ils aient beaucoup de choix de toute façon. Bien entendu, pour que la propagande fonctionne, il est essentiel que les journalistes indépendants soient réduits au silence en les targuant d'agitateurs et dangereux semeurs de peur. Et bien sûr, quelque chose qui fonctionne toujours pour détourner l'attention de l'échec du régime, la véritable cause profonde de la pandémie, et de blâmer la main noire des États-Unis, un signe révélateur que le Parti communiste chinois perd le contrôle de son message. Le gouvernement a resserré son emprise sur Internet, les médias et la société civile. Il a des poches plus profondes et une plus grande capacité à contrôler le flux d'informations à travers le pays. En conséquence, de nombreux médias, groupes de défense, militants et autres, ayant tenu le gouvernement responsable en 2003 ont été réduits au silence ou mis de côté. Le système est un succès au sens où il a détruit l'intégrité des gens, la crédibilité des institutions et une société capable de raconter ses propres histoires. Ce qui reste est un pouvoir arrogant, de l'information confuse et de nombreux individus isolés et en colère. Ces événements témoignent de l'évidence suivante. Sans une presse libre qui soit sans pression financière, politique et juridique du gouvernement, non seulement les citoyens sont limités dans leur capacité de savoir et de remettre en question ce que font leurs gouvernements, mais ils sont également physiquement menacés car la presse ne peut agir en tant que source fiable et primaire de nouvelles actionnables. Et on ne peut pas faire confiance au gouvernement pour être cette source fiable car il est en conflit direct avec ses propres intérêts. Imaginez simplement qu'au Canada, le gouvernement déplacerait toute la population d'une ville vers des camps de concentration parce qu'ils sont musulmans,
Ils subiraient une rééducation, apprendraient à quel point le gouvernement est bon et devraient respecter les enseignements de son premier ministre et comment ils ont tort de croire en Allah. Ils ne seraient autorisés à sortir qu'une fois convertis. Certains diront que c'est ce que nous avons fait aux Premières Nations il y a des siècles et c'est vrai. La vraie question cependant est, cela pourrait-il se produire au Canada en 2020? Absolument pas. Mais supposons que ce soit le cas. Les médias canadiens rapporteraient la nouvelle abondamment. Peut-être que certains médias extrémistes en ligne le soutiendraient. Cependant, la grande majorité des médias décriraient la situation comme allant à l'encontre de l'éthique et des principes canadiens. Et tous les grands médias rapporteraient les informations directement, ils ne seraient pas le porte-parole du gouvernement. C'est ce que fait une presse libre et c'est l'un de ses principaux avantages pour la société, offrir une visibilité sur les actions du pouvoir et les remettre en question. Mais pas en Chine. C'est exactement ce qui est arrivé aux Ouïghours, une minorité ethnique musulmane vivant dans la province chinoise du nord-ouest du Xinjiang. 实际上，我们这个中心啊，是一所这个寄宿制的学校。 But look even closer. This line is one facility's perimeter wall. And these shadows, they're cast by watchtowers along the wall. This compound isn't a school or a factory. It's an internment camp. Detention camps designed for Muslim ethnic minorities, like this one outside the city of Kashgar. What China calls a job training site to us looked a lot more like a prison. High walls, barbed wire, guard towers, things multiple experts told CNN are telltale signs of detention centers. 感染以后，为了就是把自己思想里面的极端思想的感染程度去除。 We had to sing songs hailing the Communist Party. We had to repeat in Chinese, "Long live Xi Jinping." And the replacing of faith and cultural identity with a different loyalty. I love the Communist Party of China, this man has written. 3 guards surrounded me and abused me. Мен аяғыма кісен салды да, басында кіргенде бір жеті менің аяғымда кісен жүрді. Ал енді әдетте бұлай ұрып кеткендер өзімнің басымнан да өтті. Мен өзімді де ұрып кетті. Мен өзім өткіздім басымнан сол лагерьде жатқан кезде. Егер қай-қайсың аузыңнан шығатын болса, сендер бұдан да қиын жерге кетесіңдер. And indoctrination of Muslims. How this happens is outlined in meticulous detail in these secret documents, including a record of a 7-day sweep in June of 2017 in which more than 15,000 people were picked up off the streets and sent to these so-called education centers. One document is a series of decrees on how to maintain security. Prevent escape is the first and a repeated priority, especially during class, eating periods, toilet breaks, bath time, and medical treatment. 他们安居乐业，享受着宪法所规定的宗教信仰自由，所以呢，根本不存在你刚才提到的一些报道当中说的所谓的新疆维族人的问题。 Albanian-Canadian historian Olsi Azeshi sees in the documents echoes of what he saw for himself. Once doubtful of the detention of reportedly mostly Uyghurs, he recently asked for and got an official tour. His videos of smiling students, seemingly learning Mandarin, dancing, initially fit the government narrative. The Chinese told us they have brought Islamic extremists. So we were expecting to find here suicide bombers, terrorists, killers. What have these students done to be here? But the more he asked uncomfortable questions, what is her mistake? Why is she here? The more he realized this was all a show. Their answers surprised us a lot. Somebody had prayed to God in public. Another one had put a hijab or a headscarf. They were not extremists. They were not terrorists. They were normal people who believed in their God. You insist on this question? Yeah. Official translators told him some of his questions were out of line. And when he noticed an odd wound on a woman's hand, an official interpreter became fed up. You can give me $2 million to rescue her. Really? Because you are so nice. He realized they could not leave. They'd been forced to confess supposed crimes. In these centers, what they are doing is exactly what we read in George Orwell's novel 1984. These are mass brainwashing centers. And back on the streets of Xinjiang, the homes of the roughly 1 million detained are sometimes locked.
signs telling all the disappeared residents are being looked after. Now the world is realizing just what that means. So how does China respond? Well, the BBC, one of the partners in the China Cables project, put the basics of the authenticated documents to the Chinese ambassador to the UK. Here's reporter Richard Bilton. They will be in those camps at least 1 year. The document, so-called document you're talking about, is a pure fabrications. Don't listen to fake news. Don't listen to fabrications. In some of the places we're being taken to, the satellite images show that the internal security fencing and what look like watchtowers were taken down shortly before the tours for journalists began. And empty exercise yards have been transformed into sports facilities, on full display when we visit. But if these are show camps, what might that say about the places we're not given access to? With their watchtowers and barbed wire still in place, they look much less like schools. And we're much less welcome. They've been convicted of no crime, faced no trial. But we're told China now believes it can determine their guilt in advance. 有些人他没有去杀人的时候，但他已经表现出一种特征，很可能这个人，在过几个星期他去杀人。那么我们是等他犯罪之后，来处理呢，还是说最好在他进行犯罪活动之前，就制止他？重要的问题，我从一个，走向犯罪边缘的一个人，一个轻微的违法犯罪分子，我回到了正常的社会状态，成了一个遵纪守法的公民。Le point important ici est de reconnaître la façon dont la propagande d'État soutient le régime de Xi. Les informations proviennent de la Chine, selon lesquelles il existe des camps de rééducation où la Chine enferme massivement les Ouïghours sur une base arbitraire aussi ridicule que de porter une barbe. La Chine nie qu'il y ait des camps. Des preuves sont présentées. La Chine dit qu'il s'agissait de camps de travail et qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, tout ça soutenu par les médias d'État. Des fuites démontrent qu'il s'agit bien de camps de rééducation et que des centaines de milliers de personnes y subissent un lavage de cerveau. La Chine change de ton et dit que le système fonctionne très bien, qu'il a réduit le terrorisme. Les médias d'État soutiennent la propagande. Vous pouvez vérifier par vous-même sur les chaînes de médias d'État chinoises Global Times, Xinhua et CGTN sur YouTube. Aucune vidéo ne lève une critique ou même remet en question tout ce qui est fait par le gouvernement chinois à Xinjiang. Les 3 documents secrets ont été divulgués à la presse étrangère. Pourquoi donc? Eh bien, tous ces médias sont détenus et contrôlés par le Parti communiste chinois. Même le ton est éloquent. La propagande occidentale contre les camps du Xinjiang réfutés. Mais qu'est-ce que la propagande occidentale? Comme si les médias occidentaux de tous les pays étaient un bloc monolithique. Nous verrons plus tard que ce n'est pas le cas. Par conséquent, le concept même de propagande occidentale n'existe pas. Cependant, les médias d'État chinois, eux, le sont. Ils parlent d'une seule voix contrôlée, un message unique aux glorieuses réalisations de Xi Jinping et du Parti communiste chinois. Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont l'absence d'une presse libre en Chine est non seulement dangereuse pour son propre peuple, mais constitue également une menace pour le monde si elle est maintenue. Ce n'est pas une question d'opinion non plus. Une presse libre est essentielle à un monde libre et sûr. J'aurais pu couvrir en détail de nombreux autres exemples, mais je laisserai l'exercice au public. Vous pourriez faire valoir que tous les médias sont intrinsèquement biaisés et que, par conséquent, les médias occidentaux ne fournissent pas une information plus fiable et complète que les médias chinois. C'est un argument faible, car même si des biais peuvent exister, il faudrait non seulement démontrer qu'ils ont un impact significatif sur la qualité des informations diffusées, mais aussi
qu'il existe une cohésion entre tous les médias pour propager le même récit, ce qui, dans un système où les médias les plus suivis sont fournis par le secteur privé, compétitionnant pour l'exclusivité de la nouvelle, est ridicule. Conglomérat des médias, direz-vous? Oui, mais là encore, rarement les mêmes dans tous les pays où la presse est libre. L'idée que la vérité apparaît invariablement et de manière intrinsèque dans un système de presse libre. Elle émerge également plus rapidement, ce qui, comme nous l'avons vu précédemment, est essentiel pour que les citoyens posent des actes nécessaires au bon moment. Tout d'abord, commençons par un pays, les États-Unis d'Amérique, et voyons d'où viennent leurs nouvelles, principalement de la télé et en ligne. Voici la structure de propriété des diffuseurs de télévision aux États-Unis. Oui, de grandes sociétés et beaucoup de contrôle, mais le contrôle est financier, pas éditorial. Et pour quiconque regarde la politique américaine, il est clair qu'il y a une pluralité de points de vue et que la critique du gouvernement et du président est non seulement acceptée, mais également attendue. Dans le monde de la radio, la situation est similaire. Une poignée d'acteurs se partagent le marché. Cependant, ce sont principalement des acteurs différents de ceux de la télévision. Par conséquent, il serait presque impossible d'appliquer une position éditoriale unique ou un biais concerté. Et, en ligne, en raison de la barrière à l'entrée qui est inférieure, il y a encore plus de joueurs. Toutes ces sources d'informations se disputent le lectorat ou l'audience et l'argument d'un point de vue unique et d'un parti pris concerté est tout simplement indéfendable. Ne me méprenez pas, la consolidation des médias est un problème indéniable et fait l'objet de vifs débats. Cependant, affirmer que toutes les nouvelles américaines sont les mêmes n'est tout simplement pas vrai. Et ce ne sont que les États-Unis. Quand on parle de médias occidentaux, cela implique que tout le monde libre est une unité avec un seul point de vue. Cela ne peut être que le commentaire de quelqu'un qui, fondamentalement, ne comprend pas comment fonctionne la presse libre dans les pays non autoritaires. Je viens de démontrer que s'il peut effectivement y avoir une forte concentration médiatique au sein d'un même type de médias, au sein d'un même pays occidental, il y a peu de concentration à travers les différents médias et pratiquement aucune concentration médiatique dans le monde occidental complet. Et la Chine? Il y a à coup sûr un grand nombre de médias, comme on pourrait s'y attendre d'un pays de 1,5 milliard d'habitants. Mais la propriété des médias d'information est concentrée à près de 100%, 100% étatique. Ne confondez pas avec les médias publics, qui sont financés par la population et indépendants éditorialement. Les médias d'État sont financés par l'État et leur contenu est contrôlé. Le PCC maintient un contrôle direct sur la couverture médiatique par le biais de son département central de propagande et des branches correspondantes aux niveaux administratifs inférieurs qui déterminent les limites des reportages autorisés. Un certain nombre d'agences gouvernementales supplémentaires participent à la réglementation générale du secteur des médias. Les sujets régulièrement interdits incluent les appels à une plus grande autonomie au Tibet et au Xinjiang, les relations avec Taïwan, la persécution et l'activisme du groupe spirituel du Falun Gong, les écrits d'éminents dissidents et la couverture défavorable des dirigeants du PCC. En plus de ces tabous permanents, le CPD et les censeurs provinciaux émettent des directives secrètes sur d'autres sujets qui sont communiqués presque quotidiennement aux administrateurs de sites web et périodiquement aux éditeurs de médias traditionnels. Vous ne le croyez toujours pas? Écoutons ce que les dirigeants du Parti communiste chinois ont à dire sur le contrôle des médias. La première responsabilité sociale et l'éthique professionnelle du personnel des médias doivent être de comprendre clairement leur rôle et d'être de bons porte-parole. Les journalistes qui se considèrent comme des professionnels et non comme des travailleurs de la propagande font une erreur fondamentale d'identité. Le parti est en charge des médias, et il ne s'agit pas seulement des médias sous son contrôle direct, il s'agit de placer toutes sortes et tous les niveaux de médias sous la direction du parti, et cela ne devrait pas être fait de la même manière que se gratter les démangeaisons à travers ses bottes. Comment reconnaître la propagande chinoise? Il y a recherche de semblance de légitimité où la forme imite celle de la presse libre dans le ton et le message généralement modéré. Les éditoriaux jouent un tableau bon flic, mauvais flic, tout en soutenant une trame narrative unique, donnant l'illusion de pluralité. Le récit officiel du gouvernement est rarement remis en question. Les individus qui le font sont réduits au silence. Les membres du Parti communiste mentent fréquemment dans les médias nationaux.
Il y a un accent mis sur la lutte noble du peuple chinois et la nécessité pour les gens de s'aligner sur les grands idéaux du parti pour surmonter les obstacles historiques. Elle utilise des images destinées à remuer la fibre nationaliste des Chinois. J'espère avoir pu vous démontrer qu'on ne peut placer aucune confiance quant au contenu des médias chinois, et je vous invite à regarder les autres vidéos de cette série où je démontrerai comment l'influence de ces médias étatiques chinois a façonné en 2019 la perception du conflit sur le projet de loi de Hong Kong pour l'extradition vers la Chine.